Bien, je vous propose de commencer. Il est déjà 10h06 et on a un créneau relativement contraint ce matin. J'espère que le son est bon. Je regarde du côté de ceux que je vois à l'écran et ça a l'air d'être bon. Bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien malgré ce contexte un peu compliqué. Pour la première fois, on fait l'Assemblée générale en visio. C'est une nouveauté, c'est une première. J'espère que techniquement tout se passera bien et soyez indulgents si ce n'était pas toujours le cas. Ça nous permet quand même probablement d'accueillir aujourd'hui des adhérents qui ne peuvent pas se rendre physiquement à l'Assemblée générale que l'on organise habituellement au mois de juin. Donc, on verra, on fera le bilan de ce fonctionnement-là, parce que dans le monde d'après, il est question de se déplacer un petit peu moins et de se réunir un peu plus souvent. Pour ce qui me concerne, je préside cette Assemblée générale pour la dernière fois, puisque certains d'entre vous le savent. J'ai annoncé que je ne serai pas candidat au renouvellement de la présidence. Je suis président de l'association depuis presque 23 ans, puisque c'était en janvier 1998. Je pense que le moment est venu d'avoir une nouvelle énergie à la tête de l'association et, pour ce qui me concerne, me libérer un petit peu de temps. Donc, vous avez à l'écran les informations principales du fonctionnement. Je pense que vous avez eu le temps de les lire, donc je n'y reviens pas. Vous avez la possibilité donc, de poser des questions et éventuellement, s'il y avait un dysfonctionnement technique également, essayer de nous alerter sur ce qui pourrait ne pas bien fonctionner. Pour l'instant, pour ce qui me concerne, ça a l'air de très bien marcher. Je vous propose de commencer. Nous sommes un petit peu moins que prévu par rapport aux inscriptions, mais j'imagine qu'un certain nombre de personnes vont nous rejoindre un petit peu plus tard. Alors, au menu, ce matin, on a un créneau de 2 heures. Aujourd'hui, on va commencer par le résultat des votes. Vous avez tous été destinataires à des rapports financiers et du rapport moral. Je vais vous présenter les résultats de ces votes. Ensuite, nous aurons une présentation du suivi de la situation de l'ours par Pierre-Luigi Lemaître de l'OFB, que l'on remercie à l'avance de sa disponibilité, de sa présentation. Ensuite, il y aura une série de questions-réponses. Donc, les questions, vous les posez sur le chat. Ensuite, nous parlerons des actualités du terrain. Ce sera Sabine Matraire, vice-présidente de l'association, qui fera ce point-là. Ensuite, on donnera la parole à Alain Rennes, notre directeur, pour les actions en cours et les projets de l'association. Et enfin, on terminera par les questions-réponses que vous aurez posées avec Marie-Christine Chezeville, une de nos administratrices qui s'occupe de faire ce lien. Voilà, je pense qu'on peut commencer par donc les résultats des votes. Nous avons donc un rapport d'activité qui est approuvé à 99%, un rapport financier qui est approuvé à 99,5%, l'affectation du résultat à 100% et le budget provisionnel à 98,5%. Donc, je vous remercie au travers de ce vote pour la confiance que vous nous faites et en particulier que vous faites à notre équipe de salariés à Alain Rennes qui travaillent sur ces dossiers toute l'année. On poursuit. Nous avions le renouvellement du conseil d'administration. Donc, je vous rappelle qu'il y a 4 collèges, un collège d'élus qui le sont pour l'ensemble de leur mandat municipal. Donc, vous le savez, il y a eu des élections au mois de mars et au mois de juin. Donc, les communes membres ont désigné leurs délégués et ensuite, chaque année, on renouvelle par moitié le collège des particuliers, des professionnels et des associations qui comptent chacun 4 membres au conseil d'administration. Donc, nous avions 2 candidats pour 2 places au collège des particuliers, Jean-Luc Nicolas, qui était administrateur sortant, et Didier Villatte,
qui est un nouvel administrateur. Ils sont tous les deux élus. Félicitations à tous les deux. Pour les professionnels, nous avons Marie Delpoux, qui est une nouvelle administratrice, et Jean-Pierre Dafosse, qui est un ancien de l'association. Ils sont élus tous les deux, donc félicitations également. Et enfin, pour les associations, il y avait un siège vacant, ce qui explique que nous avons cette année 3 sièges à pourvoir au lieu de 2. Ferrus, que je n'ai plus besoin de présenter, le foyer rural d'Arbas et la SFEPM. Toutes les 3 sont élus ou réélus. Félicitations à ces 3 associations. Nous allons avoir un conseil d'administration au complet pour pouvoir travailler cette année. Donc, on va donner la parole à Pierre-Luigi Lemaître, que je remercie à nouveau, et donc il va nous faire une petite synthèse des informations de terrain et de la situation des ours dans les Pyrénées. Voilà, juste un mot, Pierre-Luigi, bonjour, Alain Rennes, directeur de l'association. On a un petit peu d'avance sur le planning, donc tu vas pouvoir profiter d'un petit bonus d'une bonne dizaine de minutes pour la présentation et les réponses aux questions. J'arrête le partage d'écran pour que tu puisses commencer le tien. Parfait, ok. Alors, du coup... Bon, mais du coup, pour me présenter en 2 mots, pour ceux qui me connaissent pas, j'assure la coordination du réseau depuis 1 an maintenant. Et donc, c'est à ce titre que je vais faire cette présentation sur les résultats 2019 et les premiers résultats 2020. Voilà. Par contre, j'ai de nouveau le même problème qu'hier, je ne peux pas partager mon écran là. Il y a marqué l'animateur a désactivé le partage d'écran par les participants. Je pense qu'il faut que tu me remettes co-administrateur ou quelque chose comme ça. C'est certainement ça. Le problème, tu peux juste mettre animateur, mais si tu fais ça, c'est toi qui as la main sur tout. Ben écoute, on va faire ça. Oui, sauf qu'après, il faudra peut-être que tu me... Comme ce qu'avait fait Camille hier, en fait. C'est ça. Et ensuite, quand il aura fini, il faudra qu'il te rende la main. Alors, on fait comme ça. Ok, super. Ok. Donc voilà, on va commencer avec du coup le suivi qui a été fait en 2019. Donc en 2019, on avait 56 itinéraires pédestres. Donc ils comportent à la fois des apasses molas, donc avec des barbelés sur lesquels les ours vont laisser leurs poils, et des revoirs sur lesquels on va pouvoir relever les empreintes. Combiné à cela, on avait les pièges photo automatiques, donc au nombre de 59 en 2019, donc qui ont un rôle de détection de la reproduction des oursons, comme là sur la photo sur la commune de Seix, et aussi l'individualisation par certains critères. On a des individus qui sont reconnaissables par des marques ou par des mesures pour des appareils qu'on a qui sont positionnés de profil par rapport à un chemin. Et donc, du coup, par certaines mesures, on peut individualiser certains ours. Et enfin, pour les ours marqués, grâce à leur marque, on peut du coup savoir quel individu c'est. Donc, de façon classique, en 2019, par rapport aux itinéraires, il y avait 2 passages par mois au printemps et notamment en septembre. Et pour les autres mois, on a un passage par mois. Pour les pièges photo et vidéo, on avait un passage par mois. C'est quelque chose qu'on a fait évoluer cette année en 2020, avec sur les zones de reproduction, 2 passages par mois pour les appareils photo et vidéo. Donc voilà l'aménagement des itinéraires et des appareils sur l'ensemble des Pyrénées pour effectuer le suivi sur l'ours brun.
donc avec une concentration à la fois des appareils, enfin en particulier des appareils sur les zones de reproduction, comme sur les Pyrénées centrales, et ensuite, voilà, une implantation sur l'ensemble de la zone pour du coup avoir un suivi qui soit régulier et aussi assurer une veille sur des secteurs où on a une présence plus sporadique d'ours, comme c'est le cas par exemple sur la Haute-Ariège, où du coup voilà, on avait mis en place des appareils, également aussi à la demande de la préfecture vis-à-vis d'une demande qu'il y avait par rapport au monde de l'élevage. Donc du coup, il y avait eu un accent un petit peu plus important que ce qui aurait été fait, je dirais, naturellement au niveau de l'équipe sur cette zone-là. Donc en 2019, il y a eu 1433 indices récoltés en France et 571 indices récoltés en Espagne. Donc par rapport à la proportion, on a eu 33% de poils récoltés. Les prédations, donc les dégâts sur cheptel domestique, c'était 27%. Les photos et vidéos d'appareils, 15%. Les empreintes et pistes, 11%. Les crottes, 10%. Et les observations visuelles et d'autres indices, 2%. Donc, on a une augmentation de 20 à 40 obs visuels en 2019 par rapport à 2018. Beaucoup plus d'observations. Donc, par rapport aux méthodes utilisées, alors en fait, on a la méthode systématique, comme je vous ai présenté tout à l'heure, donc qui utilise les itinéraires, les appareils photos qui sont posés dans le cadre du réseau, et on a les suivis opportunistes, donc qui sont en grande partie la résultante d'indices qui sont trouvés au cours des prospections suite à des dégâts sur le cheptel domestique, et également des indices qui sont trouvés voilà, par des usagers de la montagne qui nous font remonter l'information et qu'on peut ensuite vérifier et traiter. Donc on a aussi une augmentation progressive du nombre d'indices trouvés avec chien, avec Iris, la chienne dressée par Jérôme Santi, pour pouvoir trouver des crottes d'ours. Donc, depuis 2014, on a une augmentation relativement importante suite à son dressage. On a eu de nouveau une baisse en 2017, mais là, du coup, c'était aussi par rapport à un manque de temps de Jérôme Santi pour pouvoir aller sur le terrain pour pouvoir trouver ces indices. Mais du coup, voilà, ça montre bien l'importance de cette méthode pour pouvoir trouver des indices, des crottes en particulier, qui sont analysables au niveau génétique, et donc très important, notamment pour le suivi de la reproduction avec les oursons, pour assurer le suivi de l'ours brun dans les Pyrénées. Par rapport à la prédation, on a en 2019 un nombre d'attaques qui a continué à augmenter. C'est ce qu'on voit sur le graphique en bas. La courbe rose qui combine le nombre d'animaux domestiques tués et blessés. Et donc, c'est en grande partie dû à 3 dérochements de 61 bêtes, 264 et 286 bêtes mortes. Donc, sur le Mont Rouge en Ariège, Cauterets dans les Hautes-Pyrénées et à Aston en Ariège. Donc, par rapport à l'aire de répartition de l'ours brun en 2019, on a une superficie totale qui est de plus de 10 000 km².
soit plus de 3000 km² par rapport à 2018. Donc après, il faut savoir que c'est à nuancer. On a une forte augmentation qui est due à la position comment dire, aux localisations de l'ours Goliath, un ours équipé. Donc c'est lui qui est présent sur les points qu'on a sur la zone sud, à la frontière entre l'Aragon et la Catalogne. Et donc à lui seul, il a entraîné une augmentation de 2000 km² par rapport à 2018. Donc on a quand même vraiment une augmentation par rapport à cet individu. Et sinon, on a une augmentation progressive de la répartition, voilà, qui fait que chaque année, on a une augmentation de cette répartition sur l'ensemble des Pyrénées. Donc voilà la carte génétique par rapport aux individus qui ont été trouvés grâce à leurs échantillons en 2019. Donc ça nous permet de bien voir cette connectivité qu'on a aujourd'hui entre le noyau Pyrénées-Occidentales et le noyau Pyrénées centrales, avec des individus comme Néré, Rodri et Canelito qui passent de l'un à l'autre. On a également des individus subadultes qui dispersent vers l'est, comme Tuc. Donc un individu qui est né dans les Pyrénées centrales et qui est parti, donc, et qui est maintenant sur la zone Haute-Vallée de l'Aude, Cap-Cyr, et également voilà, sur la vallée de l'Ariège, au niveau d'Orlu notamment. Côté ouest, on a la présence des deux femelles lâchées, Clavirina et Sorita. Donc ça, c'était plus sur cette diapo-là. Donc avec la femelle Clavirina qui était partie très à l'ouest, notamment en forêt d'Irati. Donc je ne sais pas si vous voyez mon curseur. Oui, ici, vous devez voir mon curseur. Voilà, sur cette zone-là. Donc par rapport à la reproduction, en 2019, on a eu au moins 5 portées qui ont été détectées avec 10 oursons. Donc, je vous parlais tout à l'heure des deux femelles lâchées dans le Béarn. Donc, on avait Sorita qui avait eu ces 2 oursons, qui avaient été détectés le 19 avril sur la commune de Sazos, à côté de Luce, donc dans les Hautes-Pyrénées. Donc, voici la série de photos où du coup, on voit la femelle. Et en fait, voilà, ces petits ont été tués par l'ours Néré, donc qui a fait cet infanticide pour pouvoir se reproduire avec la femelle. Bon, bah, du coup, comme vous le savez, cette année, malheureusement, on n'a pas eu de reproduction de cette femelle. Voilà, on aurait pu penser qu'avec sa reproduction, avec Néré et Rodri, on aurait pu avoir des descendants, mais voilà, pas pour cette année. Donc, le deuxième cas, c'est Isil, donc, qui avait été détecté avec 2 oursons, dont Douillous, qui avait été ensuite retrouvé le 10 juin sur la commune de Couflins. Donc, voilà, cet ourson a été mis en captivité le temps de pouvoir grossir un peu. Il a été ensuite relâché en Haute-Garonne à l'automne. Et donc, il est passé côté espagnol. Et donc, avec son collier qui s'est détaché en novembre. Voilà, donc pour l'instant, on n'a pas de détection certaine de cet individu. On a
peut-être une photo, mais sans être certain, puisqu'on ne voit pas la boucle de cet individu, donc en Aragon. Donc ça reste à confirmer. Donc le troisième cas de reproduction, c'est la femelle Caramel avec ses 2 oursons, dont le père est Flocon. Donc là, on est sur la commune de Sex, et c'est une femelle qui a également été détectée en Espagne sur Altaneu. Donc le troisième cas de reproduction, c'est Bambou avec ses 2 oursons. Donc là, ça a été détecté par des observations visuelles en Val d'Aran. Et grâce à à une marque claire qu'elle a au niveau de l'encolure. Et le dernier cas, c'est Fadeta, qui a également une marque claire, ce qui a permis sa distinction, comme sa mère, mais par contre avec une marque qui est différente. Donc c'est pareil, cette reproduction a été détectée par observation directe et également en Val d'Aran. Donc voilà la récapitulation des localisations. Donc du coup, Sorita, voilà, sur le Béarn, et du coup, là, elle était dans les Hautes-Pyrénées, vallée de Luce, au moment où elle avait ses 2 petits. Bambou et Fadeta, en Val d'Aran. Caramel et Isil, voilà, sur la zone du Couserans. Par rapport aux mortalités, on a bien sûr les 2 oursons de Sorita qui ont été confirmés disparus. On a des individus disparus qui n'ont pas été détectés depuis 2 ans, donc considérés disparus, parce que du coup, on considère que s'ils ne sont pas détectés depuis 2 années de suite, c'est que c'est des individus qui sont morts. Donc on a la femelle voilà, qui n'avait pas été détectée depuis juillet 2017. C'est une femelle qui s'était largement reproduite et qui avait voilà, assuré une descendance importante au niveau de la population des ours pyrénéens. Et on a des subadultes, donc New 1803, New 1702 et Fifonnette. On a des individus qui n'ont pas été détectés en 2019. Donc, pour l'instant, ils ne sont pas considérés disparus. Donc, il faudra voir en 2020 si on les repère ou non. Donc, un adulte, la femelle Aran, et 5 subadultes. On a par contre un individu, l'ours gribouille, qui n'avait pas été détecté depuis 2 ans et qui a été redétecté en 2019. Donc là, ça, c'est le premier cas qui est arrivé. Donc voilà, on peut avoir des exceptions où effectivement, pendant 2 ans, on n'a pas d'individu détecté, mais malheureusement, enfin voilà, il est redétecté la 3e année. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on surveille les années suivantes si ça se produit de nouveau. C'est possible qu'avec l'augmentation de la population, c'est quelque chose qui arrive plus fréquemment. Par rapport à l'effectif minimal d'ours détectés, en 2019, on a eu 52 ours. Donc c'est un effectif qui sera remis à jour en 2020, puisque, comme je disais, il y a des individus qui n'ont pas été détectés en 2019 qu'on va détecter en 2020. Donc c'est quelque chose qu'on corrige l'année d'après, ce qui nous permet d'avoir l'effectif minimal retenu, voilà, qui est différent de l'effectif minimal détecté. Donc sur ces 52 ours, on avait 17 femelles adultes, 9 mâles adultes, 10 mâles subadultes, 5 femelles subadultes, un subadulte indéterminé et 10 oursons de l'année, comme je vous disais.
avec 3 mâles, une femelle et 6 indéterminés. Donc voilà la récap de ces effectifs. Donc on a une augmentation progressive avec voilà, les derniers chiffres de 2019, donc 52 individus. Donc, comme je vous disais, là, ça reste en pointillé parce que du coup, ça sera corrigé en 2020. La courbe qu'on a là, c'est l'effectif minimal retenu tous les ans. Et donc voilà, on voit bien cette augmentation progressive au fil du temps. Alors, hop. Alors, je vais vous donner les résultats provisoires 2020. Donc, comme je l'ai fait passer dans le cadre de l'animation du réseau, on a pour l'instant 5 portées détectées, à la fois versant français et espagnol, avec une portée de 3 oursons qui a été détectée sur Ustou. Donc, voilà, courant mai. Une portée de 3 oursons sur Mel, donc en juin. On a ensuite eu une portée de 2 oursons qui a été redétectée sur cette commune sur nos appareils du réseau. Donc pour l'instant, on ne peut pas savoir s'il s'agit des mêmes portées. Donc voilà, ça fait que du coup sur Mel, on a minimum cette portée de 3 oursons. Alors à savoir, voilà, est-ce que c'est une portée différente ou est-ce que la femelle aurait perdu un ourson? Côté espagnol, on a dans le Val d'Aran une portée de 2 oursons qui a été détectée dans la vallée du Barados en mai et une autre de 2 oursons à Canéjan. Donc voilà, on est toujours, pour l'instant, tant qu'on n'a pas de génétique, on ne peut pas savoir s'il s'agit de la même portée ou pas. On a une autre portée de 1 ourson qui est qui est présente sur la commune de Bord-du-Chantin. Voilà, donc ensuite, pour l'instant, on ne peut pas la différencier des portées qui ont été détectées sur Bonac-Irazin et sur Altaneu, côté espagnol. Et ensuite, on a une autre portée qui a été détectée sur Sexe de 1 ourson. Par rapport aux mortalités qui ont été détectées, vous êtes bien sûr au courant. On a en début d'année l'ours mâle cachou qui a été retrouvé mort dans le Val d'Aran. Et cet individu retrouvé mort, tué par balle à Ustou. Dans les 2 cas, on a des enquêtes judiciaires qui sont en cours, donc à côté français par la gendarmerie et pour Cachou par les autorités espagnoles. Donc voilà, pour le moment, on n'a pas d'éléments supplémentaires sur ces mortalités. On reste dans l'attente des résultats de ces enquêtes judiciaires. Donc voilà la cartographie des indices d'ours qui ont été relevés jusqu'à août 2020. On retrouve cette situation classique, donc avec bien sûr sur l'ouest la présence des 2 femelles et donc là en particulier de Sorita, puisque Claverina reste quand même plutôt côté espagnol, en vallée d'Echo. Et ensuite, les mâles qui sont côté ouest, comme je vous l'ai dit en 2019. On a du coup une présence régulière sur les Hautes-Pyrénées et ce gros noyau central, comme d'habitude, de façon classique, avec aussi côté est des détections
d'individus qui ont dispersé voilà, sur Orgex et sur Mérins. Voilà, ben, je vous remercie pour votre attention et puis ben, on peut démarrer les questions. Alain, c'est toi qui prends la main? Ou c'est Marie-Christine? Alors, ça devrait être Marie-Christine, mais pour avoir jeté un œil au chat, je suis pas sûr qu'il y ait eu beaucoup de questions ou que peut-être que les gens vont pouvoir les poser maintenant. Mais moi, j'en ai une série, donc Pierre-Luigi, tu vas pas t'en tirer comme ça. Ah non, non, Je crois qu'il y avait au moins une question, il y avait un demandeur de vidéo. des vidéos ah, j'ai pas préparé de vidéo. Après, je peux, mais bon, je pense que vous l'avez tous eu, vous remettre ce qu'on avait envoyé dans le cadre du réseau. Je sais pas si ça peut répondre un petit peu à la demande. Je pense que oui, on a des adhérents qui ne sont pas forcément proches du réseau et qui n'ont pas forcément accès à tous ces documents. Ok. Merci. Bon, mais ce qu'on peut faire, c'est que je m'occupe de ça pendant les questions et comme ça, du coup, je le diffuse à la fin des questions, le temps de retrouver la vidéo. Mais du coup, Alors, Alain, on peut peut-être enchaîner avec tes questions. oui, justement, mais peut-être que tu vas nous la montrer, une des vidéos qui a été diffusée ce printemps, qui est on voit une femelle sur mâle avec deux oursons. Tu nous disais tout à l'heure que c'était peut-être ou pas la même qui avait été détectée avec trois préalablement, mais ce que plusieurs personnes ont remarqué surtout, c'est que cette femelle avait l'air extrêmement maigre. Et plusieurs personnes donc se sont et nous ont posé la question de savoir si c'était bien le cas, si vous trouvez vous aussi au niveau de l'OFB qu'elle est particulièrement maigre, et est-ce qu'éventuellement il y aurait le lien sur le fait que si une femelle qui avait trois oursons aurait pu en perdre un, etc., et que ça pourrait traduire un problème d'alimentation ou autre, y compris des personnes qui nous demandaient si on envisageait d'apporter un complément d'alimentation pour cette femelle qu'ils trouvaient famélique. Mais peut-être que tu vas nous la montrer d'ailleurs un petit peu plus tard. Ouais, alors bah, elle sera dans la vidéo que je vais vous montrer. Donc pour répondre à la question, en fait, c'est une femelle qui a un aspect un peu hirsute et puis déplumé. C'est notamment dû à son poil parce que là, en fait, au moment de la vidéo, c'était la période de mue. Et du coup, c'est pour ça qu'on a vraiment cet aspect qu'on a retrouvé sur d'autres individus, à la fois sur voilà, des photos automatiques et puis aussi sur des observations visuelles et qui changent vraiment l'aspect de l'animal. C'est vrai que c'est une petite femelle qui est pas particulièrement grosse, mais nous, on voit pas de problème particulier de santé. On pense voilà plutôt à ce phénomène de mue et qui du coup leur donne un aspect pas très joli à cette période de l'année. On a d'autres vidéos où on voit des ours qui sont repassés en pelage d'été, très ras. Et du coup, là, ça change complètement leur aspect. On peut les trouver beaucoup plus fins. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui a tendance à changer leur aspect. Euh, et voilà. Et même du coup, on peut croire qu'on a des individus différents, alors qu'en fait, il s'agit du même individu avec un pelage différent, quoi. Voilà. Donc du coup, voilà, vu que nous, on pense qu'il n'y a pas de problème particulier, bon, il n'y a pas d'intervention qui est prévue par rapport à ça, par rapport à cette femelle. Euh, et donc, ben, comme je disais, avec ce changement de pelage, ben, c'est pas exclu que ça soit la même femelle que celle qui était avec les trois oursons.
Pour l'instant, c'est difficile à dire. On a essayé de regarder un peu le faciès. Sur certaines photos, elle semble avoir une face un petit peu différente de celle qui avait été détectée la première fois. Mais voilà, on peut pas en être certain pour l'instant. Alain, tu as encore d'autres questions ou je passe sur les questions du chat? Moi, j'ai plein de questions, mais l'important, la priorité, c'est celle des adhérents aujourd'hui, donc je te laisse faire. Ok, donc il y avait une question d'Annie Giraud sur la problématique des lâchers des ours. Est-il prévu dans les 2 prochaines années d'autres lâchers? Ben, nous, aujourd'hui, on n'a aucune information là-dessus. Voilà, c'est pas du tout ce qui est prévu. Alors, l'État s'était engagé vis-à-vis d'une mortalité qui serait provoquée par l'homme, comme ça a été le cas avec l'individu qui a été retrouvé mort par balle à Ustou. Maintenant, voilà, on n'a aucun retour actuel là-dessus. Ok, très bien. Ensuite, il y avait une question également qui était sur le thème des effarouchements. Apparemment, la zone géographique de Goyat a augmenté et Marie-Noël Delpoux demande si ça serait dû aux effarouchements qu'il a subis. Et elle demandait également de nous repréciser comment se déroulent à ce jour ces effarouchements. Donc, en fait, la zone sur laquelle Goyat est présent et l'augmentation de cette surface, c'était surtout côté espagnol. Côté français, on a une présence qui reste relativement identique. Voilà, donc après dire si ça a été provoqué par une chose ou une autre. Bon, ça serait des hypothèses de ma part. Donc là-dessus, je ne pourrais pas répondre. Et par rapport aux effarouchements, donc en fait, bon, ce qui est fixé par la loi et du coup aussi comme cadre d'intervention par l'OFB, c'est que les effarouchements doivent avoir lieu sur un troupeau protégé et regroupé. Voilà. Et suite à plusieurs attaques. C'est ce qui est mis en avant euh, comme cadre. Après, là, on s'éloigne un peu de mon domaine puisque du coup, nous, au niveau de l'équipe ours, maintenant, on s'occupe uniquement du suivi. Et donc, tout ce qui est effarouchement est géré par une direction qui est à l'OFB, la direction Grands Prédateurs Terrestres, qui est nationale et qui s'occupe également de la gestion du loup. Voilà, donc qui s'occupe vraiment du côté gestion Grands Prédateurs au niveau national. Et du coup, c'est séparé de l'entité équipe ours qui s'occupe maintenant uniquement de la partie suivi ours. Une autre question de Patrick Agopian qui demandait combien d'ours actuellement sont suivis via puce, collier, enfin. Donc on avait en début d'année 4 ours qui avaient des colliers GPS. Donc l'ours Goyat, Cachou qui a été retrouvé mort, et les 2 femelles, Claverina et Sorita. Donc il se trouve que aujourd'hui on a les colliers des 2 femelles qui sont dans le Béarn qui sont en fin de vie. Donc on n'a plus d'émission de leur GPS et on a les colliers VHF qui faiblissent. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai transmis au niveau du réseau. Voilà, on va maintenant passer sur un suivi de façon indirecte également de ces espèces. Donc, pardon, de ces individus.
Donc, d'où l'importance du travail qui a été fait dans les Pyrénées-Atlantiques cette année pour mettre en place un suivi plus fin, notamment sur le suivi de la reproduction qui pourrait avoir lieu l'an prochain. Une autre question par rapport aux mortalités. Est-ce que la loi ne permet pas automatiquement un lâcher si un ours a été tué par l'homme, comme c'est le cas à En Houston? fait, c'était un engagement de l'État, mais voilà, du coup, bon, après, je dirais que c'est politique. En fait, voilà, l'État, comme dans d'autres domaines, prend des engagements. Après, c'est lui qui décide ou non de les tenir ou pas, quoi. Voilà. On rentre dans un domaine politique, quoi. Alain, il y a une question qui revient deux fois sur notre association, qui n'est pas destinée à Pierluigi, mais comme elle réapparaît deux fois, je te la fais remonter. Notre association est-elle associée à une autre association espagnole et de quelle façon? Oui, alors d'une manière générale, on pourra répondre aux questions qui concernent plus l'association, ses positions, ses activités un petit peu plus tard dans la matinée. On va quand même pas l'éluder. On a et on n'est pas les seuls, à avoir quelques rapports avec des associations espagnoles. Ceci dit, on n'a pas de partenaire, je dirais, régulier et qui soit impliqué au même niveau que nous, puisque il n'y a pas d'association sur le versant espagnol des Pyrénées qui soit dédiée à l'ours comme nous le sommes. Il y a les associations généralistes et il y a toutefois des structures type Fondation Sopardo, mais qui n'est pas exactement une association, qui est une fondation qui est plus liée à l'administration fonctionnellement, je dirais, que nous sommes ici dans les Pyrénées. Donc, on a des contacts, on a des relations, on a parfois mené des actions en commun, d'ailleurs, sur des pétitions ou autres, avec plusieurs structures, mais pas je dirais, de partenariat fort avec une structure qui serait notre équivalent, parce qu'a priori, elle n'existe pas ou pas encore. En parlant de collaboration, il y a une question de Florence Tercero qui demande si l'OFB collabore en Espagne ou en Andorre et avec quel organisme? Oui, bah, bien sûr. Du coup, en fait, nous, on collabore avec les entités qui dépendent du gouvernement de la Catalogne, de l'Aragon et de la Navarre. Et aussi, donc là, c'est pas pour l'Espagne, mais directement aussi avec l'Andorre. Donc, on met nos données en commun. On assure aussi l'analyse génétique de certains échantillons qui ont été prélevés en Espagne. Et on met en commun toutes les données. Quand je vous ai présenté tout à l'heure la reproduction, vous avez vu qu'il y avait des reproductions qui ont été détectées côté espagnol. Bon, ben, elles sont issues de cet échange transfrontalier qu'on a avec nos homologues côté espagnol. Voilà. On a à nouveau des questions sur les effectifs. Vous avez parlé de 52 individus. Quelqu'un nous demandait, Thomas Muret, si c'était l'effectif minimum ou maximum. Et également une question sur la femelle avec ourson à Saint-Lary-Soulan en 2020 et Bielsa Valpineta. Est-ce que c'est Sarousse avec un point d'interrogation? Donc, ça, c'est plutôt des questions sur les effectifs. Ouais. Alors, du coup, pour répondre à la première question, donc en fait, en 2019, voilà, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, en fait, c'est qu'on a 52 individus qui ont été détectés, donc c'est un effectif minimum, puisqu'il est corrigé l'année d'après. Voilà. Parce qu'en fait, on n'arrive pas à détecter en une année tous les individus qu'on a. On est obligé de le corriger l'année d'après, puisqu'on a certains individus
qui sont voilà, difficiles à détecter pour plusieurs raisons. Soit parce que c'est une femelle avec des oursons, donc elle est très discrète pour éviter de se faire tuer ses oursons. Ça peut être aussi des subadultes, parce que du coup, bon, ben, ils évitent notamment les gros mâles et du coup, ils se cachent, ils se frottent peu aux arbres, ce genre de choses. Et du coup, on les détecte pas au niveau de la génétique. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que on est obligé de corriger l'année d'après le chiffre et que du coup, le chiffre qu'on a à l'année, c'est un chiffre qui est corrigé et qui est une sorte de minimum en fait. Voilà. Par rapport à la deuxième question, donc on n'a pas de femelle avec ourson qui a été détectée. Alors du coup, je suppose que c'était sur Saint-Lary en Ariège. Saint-Lary-Soulan et Saint-Lary-Soulan, Bielsa. non. Bon, Oui. Saint-Lary-Soulan, on n'a pas de reproduction qui a été détectée. Bon, après, si cette personne a des choses, il faut nous les faire remonter. Mais nous, on n'a aucune reproduction qui a été vérifiée sur cette zone-là. Voilà. Bonjour Pierluigi, je vais préciser peut-être un peu cette question. Il y a eu en effet, notamment par voie de presse, une information comme quoi une femelle avec 2 oursons aurait été vue côté Pignetta. Donc pas côté Saint-Lary, côté Pignetta, c'est-à-dire plutôt en face de Gavarnie, côté espagnol. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Oui, alors du coup, je comprends mieux. Oui, alors ça, c'est quelque chose qui n'a pas été retenu. Donc, c'est nos homologues espagnols qui ont été sur place, qui ont été prospectés et qui ont fait le relevé de témoignages. Et donc, en fait, le témoignage n'a pas été jugé suffisamment solide pour être retenu. Donc, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas confirmer qu'on a une femelle avec des oursons sur cette zone-là. Et on n'a pour l'instant aucun indice qui permette de le vérifier. Voilà. Et ensuite, du coup, sur l'autre partie de la question, sur la femelle qui aurait été filmée donc côté espagnol, donc par un particulier. Donc, d'après la localisation, ça serait à peu près en face de la vallée de Luce. Pour l'instant, on n'a pas plus d'éléments parce que on n'a pas pu contacter nous au niveau de l'équipe pour cette personne. On est en train d'essayer de la contacter. Et apparemment, il voudrait transmettre aux Espagnols les échantillons qu'il a, notamment de poils. Donc, on reste dans l'attente, savoir si on va pouvoir analyser ces échantillons et en savoir plus sur cette femelle et sur la localisation précise, quoi. Mais du coup, on n'a aucune information sur quelle femelle ça pourrait être. Autant à l'ouest, est-ce que c'est Sarrousse ou une autre? Alors, on n'a pas d'informations là-dessus, quoi. On a encore un peu de temps, Alain? Oui, oui, on a encore 5 minutes. Bon. Il y avait une question aussi sur Dany Giraud qui demandait si, alors je vous la lis, y a-t-il de nouvelles solutions de compréhension entre le pastoralisme et le territoire des ours, vu les manifestations anti-ours suite aux prédations? Bah là, on sort un peu du cadre du suivi. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est mené plus par les politiques de l'État, notamment au niveau DREAL et DDT. Donc aujourd'hui, bon, disons que ce qui est mis en place, c'est dans le cadre qui avait été mis en place précédemment. Donc bon, il y a effectivement ce qui est nouveau depuis l'an dernier, c'est
les effarouchements qui sont mis en place pour répondre, comment dire, pour répondre à une attente du monde pastoral. Voilà. Après, bon, ça c'est voilà. Pour vous répondre, je pense qu'au niveau de l'Adréal ou de la DDT, il serait plus à même de répondre à cette question, quoi. Une question qui recoupait un peu sur le rôle de la Commission européenne vis-à-vis de l'État français en matière de protection des espèces comme l'ours. Est-ce que la France a des comptes à rendre à ce sujet par rapport à des textes européens relatifs à la protection des espèces? Oui, à ma connaissance, la France a des comptes à rendre, comme sur toutes les espèces protégées, et elle doit voilà, répondre par rapport à une responsabilité qu'elle a sur l'ours, par rapport à l'aspect réglementaire et par rapport au statut de conservation de cette espèce, puisque voilà, on a au niveau français cette espèce qui est considérée en danger critique d'extinction, donc sur la liste française 2017. Toujours sur l'effectif, on me demandait une situation sur les mâles. Alors, situation des 3 mâles nés en 2019 avec père et frère Pépite. Est-ce qu'ils sont toujours vivants? Alors du coup, j'ai pas compris exactement la question. Alors, situation des 3 mâles, moi non plus, de nœuds en 2019. Les pères et frères de Pépite, je sais pas, je comprends pas moi non plus. C'est une question d'Alain Jacquemart, peut-être il peut nous la préciser. Ouais. Parce que du coup, en fait, je vous ai présenté tout à l'heure les disparitions qui ont été constatées en 2019. On peut revenir dessus, hein. Je peux repartager l'écran. Alors, tac. Voilà, donc ça, c'est les mortalités et disparitions supposées en 2019. Donc là, on remarque voilà, que du coup, on n'a pas l'individu Pépite, si c'était la question. Donc, au niveau des disparus qu'on peut considérer morts, hein, sauf s'ils ressuscitent comme l'ours gribouille, on a la femelle, voilà, et 3 subadultes. Voilà. Et on a la femelle Aran et 5 subadultes qui n'ont pas été repérés en 2019. Voilà. Mais qui sont, pour l'instant, ils ne sont pas considérés disparus. Ils sont non repérés, à confirmer cette année. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à sa question, sinon peut-être qu'il peut la reformuler. Alain, tu voulais compléter ou... Alors, une question que j'ai vue passer qui me paraît intéressante, importante à poser à Pierluigi avant qu'on passe à autre chose, c'est sur la question de la diversité génétique, puisque là, on est complètement dans votre domaine. Où est-ce qu'on en est de la diversité génétique de la population pyrénéenne et comment est-ce qu'elle évolue? Est-ce qu'il n'y a pas un problème à ce niveau-là? Mais du coup, pour répondre à la question, en fait, il y a eu comment dire, une analyse qui avait été faite, une analyse de viabilité qui avait été faite sur la population d'ours et voilà, sur les éventuels problèmes au niveau génétique, par exemple au niveau de la consanguinité. Et donc, pour le moment, on n'a pas plus d'éléments là-dessus, puisqu'il n'y a pas eu de nouvelle analyse qui a été faite.
là-dessus. Voilà. Donc aujourd'hui, on constate que la population continue à croître, mais voilà, sans cette analyse de viabilité, on ne peut pas connaître l'état au niveau génétique de cette population et savoir si dans le futur, ça ne posera pas de problème. Pardon, une précision. L'état génétique, on peut l'établir. Ce que l'on ne sait pas, c'est l'incidence. Mais d'accord. Oui, mais du coup, il n'y a pas eu de nouvelle analyse qui a été faite pour savoir ce qu'il en est, si ça pose problème ou pas, et du coup, savoir ce qu'il faudrait faire pour y remédier. Bon. Alors, juste pour terminer, quand même, là-dessus, il me semble qu'il y a quand même une étude qui a été publiée, d'ailleurs par l'OFB, et qui montre que la diversité régresse, sans forcément conclure encore un vrai problème de consanguinité, mais qui est quand même une régression. Donc, c'est une problématique qui, dans la réflexion par rapport à la restauration de la population, nous semble importante. Alors, dernière question, je vous propose de prendre celle de, et puis on tâchera de répondre aux autres ensuite, et avant que Sabine prenne la parole pour la suite, une question de Didier Villatte, donc nouvel administrateur de l'association, qui demande ce qu'est devenu Douyous, l'ourson qui a été relâché en septembre 2019. Tu as dit tout à l'heure qu'on n'avait plus de nouvelles de son collier. Est-ce que pour autant on a des nouvelles indirectes du coup de l'individu? Voilà, donc c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. En fait, donc cet individu Douyous qui a été relâché en Haute-Garonne est passé côté espagnol. Donc il a vraisemblablement hiverné en Aragon. Son collier est tombé en novembre. Donc depuis, on n'a plus de nouvelles directes par le collier. Et donc aujourd'hui, on est en attente d'indices, puisque en fait, il y a eu une photo sur le secteur d'un ours subadulte prise par les Espagnols, mais sans pouvoir confirmer qu'il s'agit bien de Douyous, puisqu'on ne voit pas les marques auriculaires. Voilà. Donc c'est une possibilité, mais pour le moment, on ne peut pas la confirmer. Bien, merci beaucoup Pierre-Luigi. Je vous propose de mettre fin, puisqu'il est 11h04 maintenant, à cette première séquence de questions-réponses. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions, y compris si ça concerne l'ours et le suivi, mais aussi sur les autres sujets. On essaiera de toute façon d'y répondre tout à l'heure. Donc, merci beaucoup à Pierre-Luigi pour cette présentation et avoir répondu aux questions. Je crois savoir que c'était ta première présentation en ligne. Oui, C'est réussi. Tu pourras en faire d'autres et tu pourras revenir si on continue de faire, évidemment, si on continue de faire les réunions comme ça. Je te propose maintenant, Pierre-Luigi, puisqu'apparemment c'est toi qui as la main, d'essayer de voir comment tu peux la passer à Sabine, ma frère. Excuse-moi, alors Alain, par juste contre, avant. oui, il me Je semblait remercie qu'il y avait une Pierre-Luigi. demande sur les vidéos. Après, Exactement. comme ça dépend du programme aussi, donc je sais pas. Est-ce que Si. Alors, je veux pas ni frustrer les gens qui l'ont demandé, ni contredire mon président, qui l'est encore. Donc, on peut regarder les vidéos, bien sûr, avec plaisir. Ok, Très bon, bien. je vais vous mettre ça. Alors, voilà. Est-ce que c'est visible pour tout le monde? Oui, oui, c'est bon, tu peux y aller.
Donc là, comme je le disais tout à l'heure, hein, cet individu, Goliath, le fait que le copier, on a pu savoir directement que c'était cet individu. Donc voilà, comme j'expliquais tout à l'heure, l'aspect hirsute et le manque de poils à certains endroits, il est dû à la mue à cette période de la femelle. Maintenant qu'on regarde ces vidéos, on nous demande quel est le mâle dominant. Est-ce qu'il y en a un? Aujourd'hui, on n'a plus de mâle dominant comme c'était le cas avec Pyros. On a plusieurs mâles qui se partagent la reproduction, y compris des mâles qui sont relativement jeunes, donc qui sont pour une partie des descendants de Pyros. Et donc voilà, on a plusieurs mâles qui participent à la reproduction. Par rapport à la femelle, qui en effet qui est considérée un peu familier, j'ai un témoignage personnel d'une ours avec 3 oursons que j'ai vus dans les estuaries il y a maintenant 4-5 ans. Je me souviens qu'à l'époque, les observateurs la trouvaient très maigre, c'était au mois d'août. Elle était en train de manger dans les noisetiers et en effet, elle était de nez très maigre, donc les gens s'inquiétaient pour la survie, notamment des oursons, c'était des oursons de l'année. Et j'ai eu la chance, le printemps d'après, de la revoir et avec ces 3 oursons toujours vivants. Donc ça veut vraiment rien dire en effet. Ok. Bien, je crois que cette fois, on va pouvoir effectivement passer à la suite puisqu'il est 11h10. Si Pierluigi, donc tu peux passer la main à Sabine. Alors, si la mémoire est bonne, tu regardes dans la liste des participants, dans les conférenciers, tu dois voir Sabine Matraire. Quand tu mets la souris dessus, tu dois avoir un petit plus ou quelque chose comme ça, et tu dois dire nommer animateur. D'accord, voilà, je vais faire ça. Eh bien, écoute, merci encore beaucoup. Voilà, normalement c'est bon. Alors, je vais essayer de partager du coup. Voilà. Et donc, je passe la parole à Sabine Matraire, présidente de l'association, qui va continuer sur les actualités 2020 pour tout ce qui concerne le travail des collectifs des associations et les informations issues du terrain concernant la population d'ours. Okay, avant de m'en aller, merci à tous pour votre attention et à bientôt du coup. Voilà. Au revoir. Merci encore. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon écran. C'est bon. Oui, c'est bon, le partage est OK, tu peux lancer. D'accord. Alors, l'objectif, c'est en effet de revenir sur les événements marquants de 2020. Et comme l'a dit Pierluigi, en effet, ça a déjà été marqué au niveau des ours par la mort de Cachou et par un ours qui a été retrouvé tué par balle en Ariège.
Donc, pour compléter par rapport à Cachou, donc Cachou est mort, a été retrouvé mort en avril, probablement tué par un autre mâle, c'est-à-dire, on va plutôt dire suite à une bagarre avec un autre mâle, il serait tombé, il aurait dévissé, du coup il serait tombé de plusieurs mètres de haut et se serait tué ainsi. Ça, c'est le peu qu'on a pu obtenir en version officielle, notamment par les médias, puisqu'une procédure judiciaire est en cours et comme en France, en Espagne, quand une procédure judiciaire est en cours, et bien, tout est bloqué comme transmission d'informations. Nous n'avons donc du coup aujourd'hui pas accès aux résultats de l'autopsie ni aux analyses toxicologiques. Alors pourquoi je parle de... Alors premièrement, c'est vrai, comme c'est marqué sur le diaporama, Cachou était très important pour la population d'ours, puisqu'en fait, à notre connaissance aujourd'hui, c'était la seule descendance connue de l'ours balou qui avait été lâché à Arbas en 2006 et qui a été retrouvé mort en 2014. Donc cet ours aurait permis en effet une diversité génétique intéressante. Donc ça c'est raté. Il est mort, il a été retrouvé mort côté espagnol, donc quand bien même, puisqu'il y a des doutes, il y a des associations espagnoles qui ont déposé plainte de façon par précaution, on va dire, par rapport à la mort de l'ours Cachou. Tant que l'autopsie n'est pas rendue, c'est vrai que le doute demeure toujours, même si ça a été présenté officiellement pour l'instant comme suite à une bagarre avec un autre mâle. Pourquoi notamment principe... Alors, il est mort côté espagnol, donc on pourra se dire s'il est dit qu'il est mort de cause anthropique, donc causée par l'homme, est-ce qu'il pourra être remplacé? Ça, c'est une question en effet qui est en suspens. Pourquoi il y a une procédure judiciaire par principe de précaution? C'est parce qu'à la mort de Cachou seulement, on a découvert, et par les médias seulement, que Cachou avait fait l'objet d'une expérimentation l'automne dernier. Donc, ils ont souhaité, côté espagnol, tester une sorte de fongicide pour le dégoûter de la viande. Alors, c'est un fongicide, on a appris par voie de presse également que ce fongicide avait été aussi testé sur les ours présents au parc à Arran Park. J'ai contacté le gestionnaire d'Arran Park pour savoir ce qu'il en était de ce fongicide, essayer de connaître cette molécule utilisée. Malheureusement, il m'a dit qu'il était seulement gestionnaire, que c'est le Conseil du Val d'Aran qui est propriétaire des ours. Donc, du coup, il n'a pas d'informations de détails sur ce qui a été testé sur les ours en parc. Par contre, ce qu'il garantit, c'est que les ours vont bien. Il n'en demeure qu'au niveau de Cachou, on peut se poser la question en fonction, toujours pareil, de la quantité qu'il a absorbée. Est-ce que ça n'a pas pu générer un empoisonnement lent et par conséquent entraîner le fait que lors de la bagarre avec cet autre ours, notamment, il était déjà dans un état faible qui a pu du coup faciliter sa mort. Donc voilà pourquoi il y a une procédure judiciaire en cours et voilà pourquoi aussi notre association, avec d'autres associations de cas d'ours, a demandé le rapport d'autopsie et les analyses toxicologiques auprès de la ministre, carrément, puisqu'on a eu une conférence téléphonique avec Elisabeth Borne le 4 mai dernier, et elle s'est engagée à ce que son ministère, qui maintenant elle n'est plus la ministre, mais il y a une continuité quand même d'assurer, son ministère devrait nous transmettre le rapport d'autopsie et les analyses toxicologiques dès qu'ils les auront par le biais de l'Espagne. Mais comme encore une fois, procédure judiciaire en cours, donc malheureusement, ce type d'information semble bloqué. Donc on a découvert en effet par ce biais-là que des expérimentations avaient lieu côté espagnol. Alors il faut savoir que, pour tout comprendre, il faut savoir que chaque pays va gérer les ours sur son territoire
un peu comme bon lui semble. C'est-à-dire que notamment pour ces expérimentations de fongicides, en principe, l'équipe de suivi de l'ours en Espagne a pour devoir de demander l'avis à l'équipe française qui va donner son avis, mais en fait, les Espagnols ne sont pas tenus légalement de suivre l'avis, c'est simplement un avis. Donc en gros, malheureusement, on n'a pas trop la main sur ce qui se passe côté espagnol. Heureusement, il y a des associations amies qui, en effet, suivent ce dossier et avec qui on va pouvoir voir, en effet, pour des suites à donner en fonction des résultats. Au niveau de l'ours qui a été retrouvé tué par balle le 9 juin dernier en Ariège, alors là, évidemment, c'est côté français. Là, il n'y a pas de doute sur l'origine de la mort. Il a été tué par balle. Une plainte a été déposée, bien évidemment. On est 20 associations, dont des associations très importantes en France de protection de la nature, qui ont déposé plainte à nos côtés. Donc l'instruction judiciaire est en cours et à l'identique de l'Espagne, on a très peu d'informations qui filtrent. Alors on a eu des informations off sur un peu comment ça a pu se passer, où ça s'est passé, mais après, aujourd'hui, on est incapable de dire quel est cet ours. On sait juste que c'est un jeune mâle. Il y a eu des analyses génétiques, mais toutes ces informations sont bloquées, évidemment, par la procédure judiciaire. Notre avocate, la dernière information qu'elle a réussi à obtenir, c'est que c'est une enquête très délicate, vous s'en doutez, puisque le dossier est très sensible en Ariège. Après, malheureusement, on n'a pas trop l'impression que ça évolue, même si on n'est pas informé de tout. Il y a toujours ce problème d'omerta, de statu quo, dès qu'il s'agit de l'Ariège. Dans tous les cas, on a bien évidemment demandé le remplacement de cet ours, puisque ce remplacement est dû pour nous par le plan ours, puisque dans le plan ours, l'engagement est pris par la France, en effet, de remplacer cet ours. Alors c'est vrai qu'une question a été posée tout à l'heure, est-ce que légalement la France a l'obligation de remplacer cet ours? Le plan ours, quelque part, c'est juste un plan d'action. Ce n'est pas un arrêté, ce n'est pas quelque chose que les associations peuvent attaquer juridiquement. Donc du coup, ça reste à la phase d'engagement. Après, donc nous les associations, et notamment de l'Oursadet, on envisage clairement de donner une suite, une suite juridique, si la France ne remplace pas cet ours. Parce que ça serait dramatique si cet ours n'est pas remplacé. C'est envoyer un signal très négatif aux braconniers, même si on ne parle pas de braconnage puisque c'est une destruction illégale, mais malgré tout, à ceux qui ont tué cet ours. En gros, si l'ours n'est pas remplacé, ils ne sont pas condamnés, allez-y les gars, continuez. C'est ce que dirait l'État finalement, autant que la ministre actuelle dise ça aux opposants, s'il n'y a pas de remplacement de cet ours. Alors il y a une bataille au sein des services de l'État, puisque le président de la République, vous avez dû le voir passer, en janvier, a pris l'engagement qu'il n'y aurait plus de nouveaux lâchers. Au mois de juin, de mémoire, le préfet de Massif, lors d'une réunion d'une plénière, a quand même rappelé, heureusement, que le chef de l'État s'est engagé à ne pas lâcher d'ours supplémentaires, mais que ça ne concernait pas le remplacement. Toujours est-il que nous, associations, aujourd'hui, on ne voit pas d'évolution. Donc on se pose sérieusement, c'est pas on se pose la question, c'est on envisage sérieusement de procéder à un nouveau recours juridique pour contraindre à terme l'État français à remplacer cet ours. Après, le problème, c'est que ce type de procédure, c'est long.
On l'a vu puisque Pégur Sadet et Ferrus ont lancé un recours indemnitaire en 2015 pour condamner la France par rapport à son manquement vis-à-vis de la protection de l'ours. Et on a bien vu que c'est seulement 3 ans après que le jugement est tombé, en mars 2018. Alors heureusement, il est tombé au bon moment puisque c'est la possibilité de lâcher 2 femelles en Pyrénées occidentales avait bien démarré, et en mars, on n'avait plus trop d'informations, on ne savait pas si finalement les 2 femelles allaient être lâchées. Heureusement finalement que le résultat de notre recours juridique est tombé en mars 2018, qui a clairement condamné l'État français pour manquement à son obligation de protection de l'ours, et ça a donné un coup de fouet en effet pour décider probablement le président de la République, puisque c'est un dossier présidentiel au niveau des lâchers, et ça a permis du coup le lâcher des 2 femelles en Béarn. Donc il ne faut pas s'avouer vaincu. On est toujours motivé pour obtenir de nouveaux lâchers, et là notamment on va se battre jusqu'au bout pour obtenir ce remplacement. Ensuite, alors j'ai un souci, on va passer au niveau du reste. Malheureusement l'année dernière, alors Alain vous avez présenté le fait qu'en 2019, la France avait pris un nouveau cap politique, on va dire, pour l'ours. On était passé de la cohabitation à la confrontation. Aujourd'hui, en 2020, il y a eu de nouvelles réunions pour ils appellent ça la feuille de route pastoralisme et ours. Et malheureusement, en 2020, on peut dire que le maintien, qu'il y a maintien de ce nouveau cap politique, de la cohabitation à la confrontation, parce que c'est réellement pour nous, qui avons quand même l'expérience de dizaines d'années sur le dossier de l'ours, on est aujourd'hui dans une politique de confrontation avec l'ours et non pas de cohabitation. Donc ça se traduit notamment par des effarouchements. Donc il y a en effet un arrêté ministériel, un nouvel arrêté ministériel pour l'effarouchement de l'ours qui a été pris, malgré un rendez-vous qu'on avait eu déjà en janvier au ministère, malgré une réunion téléphonique avec la ministre au mois de mai. Ils sont conscients quelque part que ça peut être contre-productif, mais aujourd'hui, quelque part, ils obéissent aux demandes du monde de l'élevage et donc, du coup, cautionnent, même mettent en place les effarouchements. Le 4 mai dernier, lors de la conférence téléphonique avec Elisabeth Borne, donc on lui a remis les résultats de la pétition non à l'effarouchement. On a rappelé notre opposition associative qui était raisonnée et résolue, oui, puisque pour nous, l'effarouchement, c'est une mesure qui est inefficace, risquée et même illégale. Nous avons d'ailleurs déposé attaqué l'arrêté. Elle est inefficace, elle est contre-productive. Pourquoi? Parce que quelque part, aujourd'hui, on envoie comme signal aux opposants, vous n'avez pas besoin de protéger votre troupeau. Si vous avez besoin, les services de l'État seront là et procéderont à des mesures d'effarouchement. Alors légalement, normalement, il doit y avoir une protection des troupeaux pour que l'effarouchement soit lancé. Mais on voit bien, on l'a vu d'ailleurs cette année en Ariège encore, que pour lancer l'effarouchement sur une estive, la préfète de l'Ariège a fait des pieds et des mains pour qu'il y ait un minimum de protection mise en place. Et donc, en 15 jours, ils ont mis des protections juste pour pouvoir générer l'effarouchement sur cette estive. Donc, c'est le ridicule actuel du terrain. On a insisté aussi sur le fait qu'il fallait prendre en compte que les dégâts avérés, puisqu'il y a
depuis quelques années et de plus en plus, donc il y a un souci au niveau des indemnisations et au niveau de la reconnaissance des dégâts, où aujourd'hui on parle de ours non écarté, c'est-à-dire qu'on doit faire la preuve que l'ours n'y est absolument pour rien pour estimer que ce dégât ne sera pas indemnisé au titre de l'ours. Pour limiter les risques, on a demandé aussi une présence obligatoire d'un agent OSB. On a demandé aussi, et là la ministre l'a découvert par notre biais, que ces effarouchements ne soient pas dirigés contre des femelles suitées et des oursons, puisqu'en 2019, 2 oursons ont fait l'objet d'une mesure d'effarouchement. Et cette année, il y a eu des tirs d'effarouchement contre une femelle et 2 oursons. Donc, ça a des risques notamment de séparation de la mère et des petits. Et ça peut du coup générer la mort des oursons. Ça peut aussi générer, ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, aussi une riposte de la femelle pour protéger ses oursons. Et donc, par ces effarouchements, par ces méthodes d'un ancien temps, je vais dire, ils peuvent quelque part générer eux-mêmes une confrontation ours-humain, alors que jusqu'à présent, on rappelle quand même qu'aucun humain dans les Pyrénées n'a été tué par un ours. Mais il y a un sérieux risque de retournement de l'ours contre la personne qui tire. Par ce biais aussi, on en a profité pour demander, puisque les effarouchements, il y a des effarouchements simples qui sont des effarouchements sonores, lumineux et olfactifs. Et fort, malheureusement, de l'expérience de Cachou, qui a fait l'objet d'une expérimentation de fongicides, on se pose la question depuis, puisque nous, je reconnais qu'en 2019, on n'avait pas tellement prêté attention à ce côté olfactif indiqué dans les arrêtés ministériels et préfectoraux. Mais après tout, qu'y a-t-il aujourd'hui derrière l'effarouchement olfactif proposé par les services de l'État? Nous sommes aujourd'hui toujours en attente de renseignements sur cet élément-là. Donc, est-ce que ça traduit qui ne sont pas bien, qui ne sont pas clean? Voilà. On nous parle d'effarouchement olfactif. Aujourd'hui, personne n'est capable de nous dire ce qu'il en est. Au niveau des dégâts à indemnisation, toujours pareil, hein, quand on dit de la cohabitation à la confrontation, on fait tout pour faire en sorte que l'ours ne soit pas accepté par le monde de l'élevage, puisque nous sommes aujourd'hui, nous, opposés à la surindemnisation. La surindemnisation qui est pratiquée aujourd'hui, c'est un effet pervers, clairement, puisque quelque part, plus on indemnise des bêtes, et plus on décourage la volonté de mettre en place des moyens de protection, puisque ça rapporte plus quand il n'y a pas de protection. Ça dévalorise aussi l'acceptation et l'image de l'ours. L'année dernière, en Béarn, les opposants à l'ours ont fait de la communication avec le fait qu'un éleveur a rendu un chèque au Parc national des Pyrénées de 1 200 €, même plus, c'était presque 1 300 € d'indemnité pour une brebis tuée. Alors évidemment, ils ont profité d'avoir juste un chèque de 1 300 € à rendre, parce que les chèques de 50 000 et 100 000, évidemment, ils ne les ont pas rendus. Mais ce jour-là, en tout cas, on pouvait être d'accord avec eux. On arrive à des montants honteux d'indemnisation. On a beaucoup insisté auprès de la ministre pour dissocier les dégâts et indemnisations, puisqu'il y a un amalgame qui est fait et qui est issu notamment de la préfecture de l'Ariège. Un amalgame est fait sur le nombre de dossiers ouverts et le nombre de dégâts réels de l'ours. Donc tout est fait pour gonfler les chiffres, faire croire que l'ours est de plus en plus prédateur. C'est simplement en fait qu'on gonfle au niveau préfecture les dégâts réels. Aussi, en tout cas, nous aujourd'hui, la conditionnalité de l'indemnisation totale, c'est-à-dire en fait qu'on souhaite aussi
que bien sûr les indemnisations soient conditionnées à la mise en place des moyens de protection et des vrais moyens de protection, c'est-à-dire pas des mesurettes ou pas des protections à moitié ou aux 2/3. Le triptyque, c'est toujours la présence du chien de protection et suffisamment en nombre par rapport aux brebis. Un chien de protection pour 2000 brebis, ça ne sert à rien. Donc il faut un nombre de chiens calculé en fonction du nombre de brebis à protéger. Présence humaine évidemment et regroupement nocturne. Et tant qu'il n'y a pas ces 3 mesures de protection qui seront efficaces quand elles seront toutes les 3 mises en place, pour nous l'indemnisation c'est quelque part parfois du détournement de subventions. Nous sommes opposés aussi au constat déclaratif. D'ailleurs, en dessous, j'ai mis une phrase qui n'est pas générale, il faut le reconnaître, mais quelque part, aujourd'hui, le système commence à marcher à l'envers, puisqu'on se retrouve avec les effarouchements, avec des agents de l'État qui protègent les troupeaux et les éleveurs qui font les constats. Donc, on marche sur la tête vraiment aujourd'hui, depuis 2019 et encore pire cette année. Problème des estimes non protégeables, c'est-à-dire que dans l'arrêté d'indemnisation, les opposants à l'ours ont très bien compris que, à partir de 2021, ils devront avoir un minimum de mesures de protection de leurs troupeaux pour être indemnisés. Ce qu'ils ont très bien compris, et on l'a vu notamment en réunion plénière lors de la dernière réunion à la préfecture de Massif, les opposants commencent déjà à mettre en exergue la petite possibilité prévue par l'arrêté d'indemnisation, c'est que si une estive est considérée comme non protégeable, et sans moyen de protection, les indemnisations des dégâts continueront. Évidemment, les dégâts, comme toujours, pas forcément prouvés. Donc, les élus, donc sénateurs, députés, ont d'ores et déjà commencé à demander à ce que toutes les estives, dans un premier temps, en 2021, soient déclarées non protégeables pour pouvoir continuer, perdurer dans ces indemnisations abusives. Et puis, on a insisté, toujours pareil, sur la formation des bergers et éleveurs, qui, pour nous, est la clé pour la mise en place pour une bonne protection des troupeaux. Aujourd'hui, vous avez encore des bergers qui partent en montagne sur des zones à ours et qui n'ont jamais entendu parler de ce qu'est un moyen de protection, de ce qu'est un chien de protection. En 2020, alors on n'est qu'au mois de septembre, on a eu, comme tout le monde, un confinement. Malgré tout, on a continué. Y compris par téléphone avec la ministre. Donc, il y a eu des rendez-vous au ministère et par téléphone avec la ministre. On a eu plusieurs réunions à la préfecture de Massif. Comme en 2019, on a redéposé un recours devant le Conseil d'État par rapport au nouvel arrêté d'effarouchement en estive, puisque c'est un arrêté ministériel, donc ça concerne le Conseil d'État. On a déposé en janvier le recours devant le Conseil d'État contre l'arrêté d'indemnisation des dégâts, puisque nous ne sommes pas d'accord avec le modèle d'indemnisation d'aujourd'hui, qu'il est contre-productif clairement. Il n'est pas dans l'intérêt de l'ours et encore moins dans l'intérêt de la cohabitation. Donc du coup, on a déposé un recours juridique. Également, comme l'année dernière, de nouveaux recours devant le tribunal administratif par rapport à tous les arrêtés préfectoraux concernant l'effarouchement en estive. Aujourd'hui, il doit y en avoir 6 de pris en Ariège et 1 en Haute-Garonne. Recours devant le tribunal administratif contre un nouvel arrêté d'effarouchement contre l'ours goyate qui a été pris dans les Hautes-Pyrénées. Il ne faut pas oublier aussi qu'on a lancé une pétition avec les partenaires de Cap-Ours, dont le titre, qui est assez révélateur, « Les ours ne sont pas des cobayes, stop aux effarouchements, fongicides vomitifs, capture injustifiée et autres expérimentations irresponsables en France comme en Espagne ».
Suite à ça, notamment pour mettre la pression par rapport au remplacement de l'ours qui a été tué en Ariège, une manifestation Tous pour l'ours a été organisée le 4 juillet dernier. Et évidemment, vous pouvez compter sur l'association pour, dès qu'il y a un événement contre-productif pour l'ours, écrire et communiquer par voie de presse. Moi, j'ai fini. Je ne sais pas si, Alain, tu dois avoir peut-être des compléments. Alors, il faudrait que tu me passes la main, s'il te plaît, pour que je puisse présenter effectivement les autres actions en cours et projets, et ensuite qu'on puisse répondre aux questions. Bon, il nous reste 22 minutes. Si je dis que je promets de faire vite, il y en a qui vont rire, Alors, mais je vais quand même essayer. Explique-moi comment te redonner la main. Alors, tu vas dans les participants. Oui. Dans les conférenciers, tu dois me trouver, et là, tu as un plus ou quelque chose comme ça, normalement, et tu peux me mettre nommé animateur. Je crois que c'est ça la procédure. C'est parfait, c'est fait. Merci. Alors, est-ce que vous avez mon écran en partage? Oui. Oui, ok, super. Donc, je continue. Alors, pour vous présenter effectivement rapidement les autres dossiers sur lesquels travaille l'association. Bon, comme tout le monde, et on a bien sûr été impacté fortement par le contexte sanitaire. Bien sûr, on a une activité très ralentie au printemps. On a fait du télétravail, des activités partielles, parce que par exemple, toutes les animations qu'on pouvait faire, ben, c'était évidemment complètement impossible. Ceci dit, on a eu de bons résultats sur les animations estivales, et ça a été une bonne surprise. Pour vous dire, juste en juillet-août, on a pu assurer 50 animations sur le terrain, avec du public, plus de 300 personnes, ce qui est un meilleur résultat encore que l'année dernière. Donc, c'est tout à fait positif et encourageant. On a bien sûr pris du retard dans le développement de quelques projets, et je vais vous en donner quelques nouvelles tout de suite en suivant. Pour ce qui concerne l'information et la sensibilisation du public, on continue évidemment le travail, juste on est en train de s'adapter au niveau des animations scolaires. À l'heure actuelle, en ce moment, on a encore une stagiaire qui travaille avec nous sur la création d'animations en ligne. C'est-à-dire que dans l'hypothèse où on ne pouvait plus aller voir les écoles, eh bien, on assure les animations par visioconférence et en transmettant des outils pédagogiques avant par courrier, par exemple, pour rendre les choses plus vivantes. Concernant l'information et la communication numérique, on travaille depuis assez longtemps maintenant sur notre nouveau site. Ça a aussi été un petit peu mis en retard en tous les cas, mais il est en approche et vous en avez tout à fait en haut à droite ici un exemple de ce que va ressembler la page d'accueil, et on peut espérer qu'en septembre ou octobre, il soit en ligne. Pour le reste, on a continué à travailler sur l'édition et la diffusion des documents de communication habituels qui ont été actualisés de l'association, les brochures. Alors, brochures et autocollants ont été réédités, la diffusion est ralentie pour les raisons sanitaires. Les professionnels hésitent à prendre des documents qui doivent passer de main en main. Par contre, pour ce qui concerne les sets de table dans les restaurants, même si quelques-uns ont décliné cette année, globalement, il y a eu une bonne diffusion, pas tout à fait comme l'année dernière parce qu'on en avait moins, mais une très bonne diffusion quand même, plus de 200 000 exemplaires qui ont circulé depuis ce printemps. Je vais continuer, essayer de me dépêcher. Alors, entre autres actions en cours et le projet, vous avez entendu parler en tant qu'adhérent de l'association du centre de documentation sur l'ours, sur lequel on continue de travailler. On espérait qu'il soit opérationnel ce printemps. Pour les raisons que vous devinez, c'est un petit peu retardé. On a repris le travail là, ce début d'automne, après l'été qui a été très animé. On continue la collecte des documents. On doit nouer des partenariats avec nos collègues associatifs notamment et des particuliers aussi qui ont des documents, la documentation qui pourraient nous en donner. La base de données et le portail en ligne est créé et commence à être complété. Vous en avez une illustration ici en haut à droite.
Il y a à peu près 300 documents qui sont d'ores et déjà référencés et il y en aura beaucoup plus. Le local est en cours d'aménagement, les étagères sont en cours de montage, etc. Et on espère bien le mettre en service dès cet automne. Et ensuite, de le développer si possible dans le cadre d'un projet. L'État a présenté à la Commission européenne un projet de programme LIFE, de programme européen, incluant tout un tas d'actions. Puisque l'État a proposé que les associations puissent être partenaires, nous pourrions l'être, mais également le FIEP, Ferus, Altaïr Nature aussi. Et dans ce cadre-là, nous avons proposé de transformer le centre de documentation et de le faire évoluer en un centre de ressources qui s'appellerait le centre ressources d'ailleurs, et qui consisterait à développer des services et des produits autour de ce centre de documentation, c'est-à-dire des newsletters thématiques, des synthèses thématiques qui pourraient circuler, de la formation pour les acteurs locaux, des conférences, des colloques, et tout ça pour les publics locaux directement concernés. L'idée, c'est à la fois de réhabiliter l'ours, de faire diffuser des informations validées et de travailler avec toutes les personnes et structures qui pourraient être des relais d'information auprès des populations locales ou des touristes, c'est-à-dire enseignants, élus, professionnels du tourisme, population locale, etc. Donc ça, c'est un gros dossier et c'est soumis à l'acceptation du programme LIFE. On en aura un premier élément d'appréciation cet automne, en octobre ou novembre. Et si le feu est vert à ce moment-là, on aura un gros travail pour monter le dossier complet et qui sera présenté dans le fin d'hiver. S'il est accepté en courant du printemps, le projet pourrait démarrer en début d'automne et pour 6 ans, avec donc des moyens financiers assez importants à la clé, ce qui serait évidemment important. On a en projet qui devait démarrer, toujours pareil, au printemps et qui est reporté à bientôt, un accompagnement d'une structure qui s'appelle l'ADEPFO, c'est l'Association pour le développement des Pyrénées par la formation et qui accompagne des porteurs de projets. Nous avons déposé un dossier, il a été accepté et un intervenant spécialisé doit nous accompagner dans tout ce qui concerne le développement de la valorisation touristique de la présence de l'ours, qui est une des vocations fortes de l'association. Et ça consistera à créer à la fois des nouveaux produits, puisque ceux que nous avons créés jusqu'à présent fonctionnent bien, ont été validés, et des nouveaux partenariats, notamment avec les acteurs du tourisme. Et enfin, évidemment, un projet qui s'ajoute, puisque le contexte sanitaire est ce qu'il est, nous allons devoir continuer à apprendre et à développer le fonctionnement à distance. Cette Assemblée générale en est une première expérience. Vous nous direz ce que vous en avez pensé et ce qu'on peut améliorer. Et évidemment, ce sera aussi la même chose pour les réunions, pour les animations, on en parlait, et pour la vie associative en général. Et prenons-le comme une opportunité de développer les relations avec tout le monde, les fluidifier, et y compris avec les adhérents qui sont à distance et qui, par exemple, ne peuvent pas venir physiquement aux réunions. C'est une contrainte et ça peut devenir aussi une opportunité si on arrive à le développer. Voilà, je crois que cette fois j'ai fait vite, certains diront pour une fois, et je vous propose que maintenant on continue et on enchaîne par la réponse à vos questions. J'avais vu notamment, donc oui, je crois que Sabine avait répondu, la question de Marie-Noël Delpoux par rapport à la Commission européenne et les comptes qu'il y a à rendre. Juste apporter un complément d'information à ce sujet. Nous n'avons pas la possibilité de saisir directement les tribunaux au niveau européen. Nous ne pouvons, nous, que saisir la Commission européenne. C'est elle qui décide, après instruction des dossiers, après discussion avec l'État membre, après une procédure qui est une procédure assez longue, ou non, qui décide donc ou non de saisir la Cour de justice de l'Union européenne pour traduire l'État membre, en l'occurrence la France, devant cette Cour de justice. C'est une menace dont on peut se servir plus comme ça, comme menace, comme moyen de pression, parce que concrètement, il est assez rare que ça se produise, et ça se produit par choix de la Commission européenne que dans des cas qui sont des cas flagrants d'infraction. On peut considérer que pour l'ours, c'en est un. Mais pour l'instant, en tous les cas, il ne l'est pas suffisamment pour la Commission européenne, d'autant que 2 ours ont été lâchés à l'automne 2018. Je propose que tous les intervenants réactivent leur micro et que Marie-Christine nous dise s'il y a de nouvelles questions
des adhérents sur les points qu'on a développés ou tout autre sujet. Marie-Noël nous demandait, très bien pour la formation berger, mais est-ce qu'il y a un travail de fond avec les éleveurs qui réussissent la cohabitation qui est envisagé? Voilà, avec d'abord peut-être des échanges privés, sachant les pressions que certains subissent. Et voilà, est-ce qu'un travail de fond est prévu? Alors, c'est extrêmement compliqué pour eux et donc pour nous de travailler ensemble parce que les opposants leur mettent immédiatement une pression très forte. On l'a vu par le passé quand on a travaillé sur un programme comme le Broutard du Pays de l'Ours, qui consistait à valoriser l'agneau produit dans les Pyrénées par des éleveurs qui acceptent la cohabitation. Petit à petit, la milice, puisqu'il faut appeler les choses par leur nom, la milice des opposants à l'ours a dissuadé, dégoûté les éleveurs un par un jusqu'à ce que tous se finissent par abandonner. Alors, il y a des structures qui travaillent sur ce sujet et qui se sont détachées de toute position de fond sur l'ours. Je pense à la pastorale pyrénéenne, qui était autrefois une association qui s'appelait l'Association pour la cohabitation pastorale, qui était ouvertement favorable à la cohabitation et favorable à la présence de l'ours. Ils ont décidé, il y a entre 10 et 15 ans maintenant, que cette position, double position sur l'ours et par rapport à l'élevage, la cohabitation n'était pas tenable, et ils se sont complètement détachés du sujet ours pour se concentrer sur la cohabitation. C'est un outil qui est à la disposition des éleveurs. Ceux qui travaillent avec eux et qui le font, je dirais,